Bonjour tout le monde, Dan Gagnon pour Podcast tout seul, c'est le numéro 41. Ça fait un petit moment que j'en ai pas enregistré, si vous les suivez au fur et à mesure que je les enregistre. Il y a deux raisons à ça. La première, j'étais plus sollicité que d'habitude sur le plan familial et forcément dans la hiérarchie des choses, la famille avant les podcasts, ça me semble pas spécifiquement scandaleux. Et la deuxième raison, c'est d'habitude, quand j'ai moins de temps, il va m'arriver d'enregistrer un petit numéro rapide sur un sujet que je maîtrise déjà, une idée qui m'est passée par la tête. Et dans ce cas-ci, ça me semblait quand même vachement déplacé, en tout cas dans ma hiérarchisation des valeurs personnelles, d'enregistrer un numéro qui ne parle d'autre chose que de ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui s'est passé aux États-Unis après le meurtre de George Floyd, les manifestations sur les violences policières, le mouvement Black Lives Matter. Et d'un autre côté, le sujet étant vachement important, je voulais pas dire de conneries. Surtout que je vais pas faire comme si tout à coup j'étais devenu un grand spécialiste de la question raciale. La vérité, c'est que j'y connais vraiment pas grand-chose. Et si je parle du sujet aujourd'hui, c'est en utilisant l'angle que moi je connais. C'est-à-dire, dans les choses que je connais dans la vie, il y a la communication. Et j'ai profité de ce moment pour faire ce que je crois on doit tous faire si on n'a pas grand-chose de pertinent à dire, c'est-à-dire se taire, écouter, lire, se renseigner. Et il y a tellement de gens. Il y a quelque chose de beau dans les débats aujourd'hui. On est arrivé à une époque où, au lieu que ce soit uniquement de la bagarre, il y a énormément de personnes qui tentent de tendre la main en disant « OK, bon, tu connais pas trop le mouvement, tu vois pas vraiment pourquoi est-ce que tout le monde pète un câble, voici des ressources qui vont t'aider. » Et il y a vraiment des mains tendues. Au lieu d'être des bulles qui se parlent entre bulles, des gens convaincus qui gueulent pour que d'autres gens convaincus leur disent qu'ils ont raison tous ensemble et qui n'amènent pas à grand-chose au final. Il y a énormément la politique, je trouve, de la main tendue aujourd'hui. Et c'est magnifique, parce que si tu te trouves perdu, tu peux rapidement, avec un minimum de bonne volonté, ne plus l'être. Donc moi, je suis dans cette démarche-là pour l'instant, en me disant que ma vision des choses, mon sentiment par rapport à ce qui se passe, peu importe, renseigne-toi d'abord, quoi. Et ce dont je voulais parler, je dis donc, c'est la communication. C'est le domaine que je connais avec la comédie et le hockey sur glace, à peu près les chiens aussi. L'éducation des chiens. C'est à peu près les seuls domaines que je connais un petit peu dans la vie. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est l'injustice dans la volonté d'avancer une cause sociale. L'injustice dans le sens que c'est bizarrement beaucoup sur les épaules, je trouve, des gens qui se sentent opprimés, de continuer d'en prendre sur eux pour pouvoir faire grandir leur mouvement. Et je vous explique ce que je veux dire. Je suis une série de personnes sur Instagram, principalement des mimes de chiens, des filles qui font du fitness et qui montent leurs fesses sur Instagram, des humoristes et des choses de sport. C'est principalement ce que je suis sur Instagram. Et 80%, 90%, 90% de ces gens se sont mis à parler du mouvement Black Lives Matter dans les dernières semaines, forcément. Et j'ai vu une story qui, je ne sais pas pourquoi exactement, mais m'a particulièrement frappé. C'était au moment du Blackout Tuesday. C'était donc un mardi, forcément. Le point, c'était de arrête de publier des choses pour faire ton autopromotion, mets un carré noir et laisse toute la place aux gens qui militent pour le mouvement Black Lives Matter. Et mini parenthèse, j'ai vu des gens que je connais, que j'aime et que je respecte ne pas comprendre pourquoi All Lives Matter n'était pas un bon slogan. Et c'est tellement tentant de répondre « fuck you ». Et dans certains cas, il faut répondre « fuck you ». Si on t'a expliqué 15 fois que tu ne veux pas comprendre, then fuck you. Il n'y a aucune raison qu'on gaspille notre patience avec ton entêtement à être un crétin. Mais pour quelqu'un qui est complètement néophyte du débat, qui débarque, Black Lives Matter peut être un bon slogan, mais il se dit, mais All Lives Matter est encore un meilleur slogan parce que, je prends l'exemple au Québec, les Amérindiens, par exemple, sont, je veux dire, depuis des décennies, des siècles,
sont traités comme de la merde dans l'absolu, avec en plus des tentatives de réparation. Genre, par exemple, les taxes ne s'appliquent pas dans les réserves amérindiennes, c'est pas la même gestion des impôts et tout ça, avec donc un sentiment chez beaucoup de Blancs, disons non informés pour être polis, qu'ils sont privilégiés et malgré tout, ils se plaignent et ils sont paresseux. Et donc voilà, il y a les Latinos, il y a les Arabes, il y a les Amérindiens, il y a les populations indigènes d'Australie, il y a des régions dans le monde où c'est déjà arrivé, genre dans l'histoire de l'humanité, qu'un blanc était victime de quelque chose parce qu'il était blanc. Mettons All Lives Matter. Et encore une fois, le premier réflexe, c'est de dire, mais ferme ta gueule. Et là où je dis que c'est injuste pour les gens qui sont opprimés, c'est que souvent, on dirait que c'est comme si ça leur revenait de devoir expliquer, genre, oui, non, évidemment que toutes les vies comptent. C'est pas, on dit pas tuons les Blancs, on dit juste, hey, t'as 2,5 plus de chances aux États-Unis, par exemple, de mourir aux mains de la police. Un noir sur 1000 sait qu'il va mourir aux mains de la police aux États-Unis. Et donc, oui, toutes les vies comptent, mais tu sais, si t'as à éteindre un feu, si t'as 1000 litres d'eau, et que t'as une maison qui est en feu et l'autre qui ne l'est pas, peut-être utiliser les 1000 litres d'eau sur la maison qui est en feu. Et ce côté-là, je dirais, de l'injustice des gens, encore une fois, qui sont opprimés, de devoir encore faire un effort pour amener d'autres personnes dans leur cause, a été tellement marquante pour moi quand j'ai vu, donc, pour revenir à ce que je disais, cette story de quelqu'un qui dit, à peu de choses près de mémoire, c'était genre, hey, bitch qui vient de mettre un carré noir le mardi, je l'ai vu ton silence pendant 2 semaines, fuck off. Et dans l'absolu, je comprends totalement le sentiment. En fait, je le comprends pas parce que j'ai pas été victime de quoi que ce soit, mais genre, je vois bien en quoi ce sentiment-là peut être totalement légitime. Mais au moment où la personne met un carré pour dire genre Blackout Tuesday, et que toi tu vois ça et que tu dis genre come on, man, t'as rien mis pendant genre 35 ans et tout à coup tu fais ça. Oui, certes, c'est peut-être opportuniste. Oui, certes, au minimum ça a l'air opportuniste, mais dans une volonté d'avancement d'une cause sociale, tu te retrouves à chaque moment à l'instant T. Et à l'instant T, tu as quelqu'un qui n'a rien foutu depuis 35 ans. Et qui a donc 2 options. Mettre ce carré noir ou ne pas le mettre. Et qu'est-ce que tu vas choisir? Lui dire, vu que tu n'as jamais rien fait, fuck you, tu n'as pas le droit de commencer aujourd'hui? Ou, ok, tu es vraiment en retard. Je doute peut-être même de ta sincérité, mais je préfère te compter comme allié. Et je n'ai pas la réponse. Si j'avais milité pendant 30 ans et que quelqu'un faisait ça, je ne sais pas comment je réagirais. Je dis juste que sur le plan de la communication pure, le fait de dire à quelqu'un ou d'afficher publiquement, genre, t'as rien fait avant, commence pas maintenant, espèce d'opportuniste, risque de bloquer une série de personnes qui réalisent seulement aujourd'hui, et c'est totalement de leur faute, mais que genre, oh mon Dieu, j'ai pas été un allié, j'ai pas été utile, j'ai rien fait d'intéressant, j'ai rien fait de percutant et de pertinent, fuck, faudrait peut-être que je commence. Il y a le risque que cette personne se dise genre, oh no, ok, c'est pour passer pour un opportuniste, je ne sers pas la cause, donc je vais continuer de rien faire. By the way, je suis en mode brouillon. Hein. Si quelqu'un trouve que j'ai tort, please, s'il vous plaît, dites-le moi. Je vis dans une communauté de 200 personnes. On est 200 blancs. Il y a 10 fois plus de vaches et d'agneaux et de moutons que d'êtres humains où je vis. Ma seule manière d'être plus ou moins utile ou d'espérer être plus ou moins utile, c'est ce podcast. Donc, si ce que je fais ne l'est pas, dites-le moi. S'il vous plaît, je corrige ça dès le prochain numéro. Et toujours dans cette même logique-là, donc de communication, un des plus beaux messages que j'ai vus, qui pour moi m'a semblé le plus intéressant, percutant, et qui revient à toucher à une théorie qui me tient fort à cœur, qui est la culpabilité,
la responsabilité coupable du silence et du statu quo. C'est un humoriste québécois que j'aime beaucoup, avec qui j'ai déjà joué au Canada, j'ai déjà joué en Belgique avec lui. Il s'appelle Eddie King. Eddie King fait des vidéos, donc sur Instagram, c'est I Love Eddie King. Et c'est un mec brillant, d'origine congolaise, excessivement drôle, intéressant, articulé. Voilà. Même si vous ne le trouvez pas drôle, vous regardez une histoire d'Eddie King qui a une confiance en lui sur scène qui est absolument magnifique. Était absorbé toujours par ses histoires. C'est un excellent artiste, humoriste, conteur, tout ce que vous voudrez. Et il a tweeté une phrase qui était tweetée par des millions de personnes, mais moi je l'ai vu via le compte d'Eddie King. C'était « Message à tous mes amis qui ne sont pas noirs ». Donc en anglais, ça disait genre « I'm paying attention to your silence ». Donc je le vois, votre silence. Et si tu as 1%, 2%, 10% des gens qui militent pour faire avancer une cause, 1%, 2%, 10% des gens qui militent pour perpétuer un système totalement problématique, par mauvaise foi, par racisme, par aveuglement coupable, ça veut quand même dire que tu as une majorité silencieuse. Et je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais quand la majorité silencieuse arrête de l'être, c'est là que les choses changent. Tout simplement parce que les choses peuvent changer pour deux raisons. Quand les politiques décident de changer les choses, ou quand la pression de la population fait que les choses changent. Et comme le but premier des politiques, leur métier, leur raison d'être, c'est d'être élu, à partir du moment où toute la population dit « fais ça », ben eux, ils font ça. Demain, si on décide que le café, c'est le diable, 100% des gens disent le café, c'est le diable, en moins d'un an, le café est illégal. Il n'y a pas de réel programme qui survit à une écrasante majorité dans la nature des choses, tout simplement. Et je trouvais ça tellement utile et ça m'a ramené à quelque chose dont j'ai déjà parlé, je crois que c'était dans un numéro qui s'appelait « Le marketing du mouvement antiraciste » et qui parlait de l'exemple de Rosa Parks. Donc, cette femme noire qui avait refusé de s'asseoir derrière dans le bus, qui avait donc provoqué une grève des transports en commun, comme elle était impliquée dans tous les milieux de sa petite communauté, tout le monde avait suivi la grève, ça avait fait tache d'huile, Martin Luther King s'en était mêlé, etc., etc. Et c'était la pression, vraiment, la pression contre le silence, la pression contre le statu quo. Et donc, de par mon métier, ça m'arrive souvent qu'on me demande comment on fait pour changer les choses, Dan. À partir du moment où le statu quo n'est plus un refuge acceptable, c'est d'ailleurs la seule manière que les choses changent. Tu dois rendre le statu quo inacceptable. Forcer les gens à se prononcer d'un côté ou de l'autre, idéalement de celui que tu veux, mais tant que le statu quo reste confortable, ça demeure un refuge pour une majorité de la population et ça évite le débat de grandir à un point qui fait changer les choses. Et je crois qu'on est arrivé à ce point aujourd'hui. Et quand il y a suffisamment de bruit, suffisamment de lumière sur un débat, c'est là que les arguments ridicules qui ne tiennent pas la route peuvent enfin être défaits. Quand il y a 11 personnes qui s'intéressent, et c'est le problème de la chose politique, des émissions politiques, il y a 1, 2, 3, 4, 10% de fans de politique au monde. Les débats politiques sont analysés entre des gens qui kiffent la politique. Mais quand ça dépasse ce cercle de premiers fans, c'est là que les choses peuvent bouger, peuvent changer. Un exemple qu'on entend souvent par rapport aux violences policières, c'est pas le système qui est problématique, il y a quelques pommes pourries. Argument qu'on entend souvent et qui peut avoir l'air crédible, mais qui est démontable en 2 secondes, 3 quarts. Parce que si tu dis qu'il n'y a pas de problème avec le système et que c'est uniquement des pommes pourries, à partir du moment où les pommes pourries sont encore dans le système jusqu'à ce qu'un élément extérieur expose la problématique, ça veut dire que ton système en est un qui accepte les pommes pourries. Et tout système qui accepte et tolère les pommes pourries est un système pourri. Point, fin du débat. Il n'y a pas de contre-argument. L'impunité, le sentiment d'impunité dans le fait d'être une merde, en fait, est le plus gros problème.
Et un autre tweet que j'avais vu que j'avais trouvé magnifique, c'est « Toutes les causes commencent avec le commentaire stupide de ton cousin sur Facebook. » Qui est évidemment une métaphore. Pour dire que quiconque vient réagir, si tu ne le... En anglais, c'est « call out ». Donc, si tu le confrontes pas, avec la connerie, tu dois te poser la question, pourquoi est-ce que tu ne confrontes pas cette personne? Parce que c'est inconfortable? C'est inconfortable pour qui? Pour la personne qui véhicule des propos racistes, homophobes, sexistes ou quoi que ce soit. Donc, tu préfères laisser la place à ces gens-là parce que c'est inconfortable. Tu préfères que ces gens-là soient confortables au détriment des gens qui sont opprimés, qui, eux, sont inconfortables dans le silence. Qu'est-ce que ça dit sur toi? Et quand je dis ça, c'est pas moi qui est en train de vous insulter. C'est pas moi qui est en train de vous provoquer. C'est moi qui est en train de vous raconter la prise de conscience que j'ai eue en lisant les autres choses. Je suis coupable de ça. J'ai eu cette erreur-là. J'ai été convaincu j'ai 37 ans, pendant 37 ans, que le fait de laisser dire les cons évitait de les mettre en lumière et était une bonne solution, que développer sa carapace était une pratique saine. Je pense que j'avais tort. Je pense que j'ai fait partie du problème à cause de cette mentalité-là. Je voudrais croire que je l'ai fait parce que j'étais convaincu d'avoir raison. La vérité est certainement beaucoup plus près de « Mon Dieu, j'ai trouvé une théorie qui me permet de ne pas être inconfortable, je vais plonger dedans, je vais me draper dedans. » Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je peux pas faire grand-chose. Peu importe. La question n'est pas est-ce que tu peux faire beaucoup, c'est est-ce que tu fais le maximum que tu puisses faire. Si la réponse est non, tu dois te demander pourquoi. C'est pas illégal de pas aider les autres. C'est pas illégal de pas contribuer à une cause que tu trouves noble. Mais moi, avec moi-même, je dois savoir ce que je fais, pourquoi je le fais, ce que je ne fais pas et pourquoi je le fais pas. Donc aujourd'hui, c'était ça dont je voulais parler. Et je vais résumer les 3 points. Le sang sur les mains du statu quo. Le côté totalement injuste de ceux qui veulent rallier d'autres personnes à leur cause, qui sont donc déjà dans la case des opprimés, qui doivent accepter et tolérer que tu as des gens qui rejoignent leur cause, même si ça a l'air opportuniste, même si ça a l'air d'être tout à coup parce que c'est une opinion populaire. Et puis il y a l'autre chose, qui est le dernier point que je veux faire valoir dans ce podcast. L'être humain est ainsi fait que pour lui, perdre la face est une des pires choses qui peut lui arriver. Et par définition, si tu rejoins une nouvelle cause, si tu réalises les torts que tu as eus, si tu réalises que tu n'as pas été un bon allié, comme moi, encore une fois, comme moi en ce moment, eh bien, ça vient avec le fait d'accepter que tu as eu tort. Avoir tort est associé au fait de perdre la face. Mais qu'est-ce qui est plus important? Éviter de perdre la face ou contribuer à quelque chose de positif? Et là, je viens de m'entendre, ça sonne comme la guimauve, ça sonne hyper neuneux, mais juste... Come on, man! Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un débat global, t'as tout à coup plein de gens qui vont se focaliser sur un détail? Genre, il y a eu des manifestations, des gens qui ont pété des vitrines. Mais non, c'est pas bien. Évidemment que c'est pas bien. Mais si la première chose sur laquelle tu réagis dans des débats sur les injustices raciales en 30 ans, c'est une vitrine du Gucci ou même du magasin chez Grand-Papa Jean, ça veut dire que ça t'a pas choqué ce qui s'est passé pendant 35 ans, mais une vitrine pétée ou une faillite, ça te choque? Mais va t'acheter de la décence. Et je dis pas que c'est pas choquant. Même fucking Barack Obama a appelé à arrêter de péter des vitrines. Mais quand Barack Obama appelle à arrêter de péter des vitrines, ben c'est pas tout à fait la première fois qu'il fait quelque chose pour avancer la cause de l'égalité. Voilà. Pour l'instant, c'est les seules choses que je pense pouvoir dire de pertinent sur le sujet.
Je suis évidemment hyper ouvert à ce que vous me dites, tout ce que vous avez à me dire. Je suis conscient aussi que c'est absolument pas votre boulot d'essayer de m'expliquer à moi ce que je dois comprendre, ce que je dois savoir, le retard que j'ai peut-être dans ce dossier-là. Je continue de m'informer. Je vous mets pas sur les épaules la pression de m'éduquer, c'est absolument pas ça. Mais ceci est mon essai le plus sincère pour essayer d'arriver quand même à un objectif qui doit être le même pour tout le monde. Tu sais, juste pour reprendre une phrase que bizarrement j'ai lue sur un panneau Facebook, là, c'est pas là que tu vois la meilleure philosophie d'habitude, là, mais c'était écrit « Do whatever the fuck you want to do, just don't hurt people ». Faites ce que vous voulez, faites juste pas de mal aux autres. C'est hippie, c'est tout ce que vous voudrez, mais comment si c'est pas la base, ça? Donc si t'es pas capable d'aider, ne nuis pas. C'est en dessous de la décence, mais c'est juste au-dessus de trou du cul, il me semble. Voilà. Je reviens avec d'autres numéros dans la suite. Je sais pas à quel rythme. Au moins une fois par semaine. Et merci beaucoup de suivre ce podcast et de réagir. Ça me touche beaucoup.